Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ces moments tragiques de l'histoire de notre pays. Mais en même temps, mon bonheur, entre guillemets, est un peu écorné quand je vois l'assistance, la salle qui est pas remplie pour un sujet aussi important. Bon, mais nous sommes les pionniers. On va semer la bonne parole, on va continuer le plaidoyer. Et c'est là où je voudrais remercier M. Freddy Mulumba, un infatigable combattant du droit, de la liberté, de la défense de notre territoire. Merci beaucoup, M. Mulumba, de m'avoir invité. Alors, il y a 10 ans, un matin d'octobre 2010, je suis dans mon bureau aux Nations Unies, à New York. Un collègue, tout sourire, vient vers moi, très agité, brandissant un communiqué. Il s'exclame « Angèle, ça y est, le rapport mapping est publié. » Je le regarde et je dis « Ah bon, le rapport mapping? Mais pourquoi maintenant ?» Alors il est étonné, il me dit « C'est tout l'effet que ça te fait? Est-ce que tu réalises que les crimes odieux commis dans ton pays sont enfin mis à nu? Est-ce que tu réalises que c'est la fin de l'impunité ?» Bien sûr, je savais de quoi il s'agissait, puisque le département des affaires politiques des Nations Unies, où je travaillais à l'époque comme conseillère politique principale, avait été impliqué avec le Bureau des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme de Genève, avec le département des opérations de maintien de la paix, avec le bureau juridique, avec la MONUSCO, dans le long processus d'élaboration du rapport mapping. Mais depuis le début de ce processus, j'étais dubitative. Je me disais pourquoi? Pourquoi subitement ils veulent se lancer dans cette longue, coûteuse aventure de compiler les crimes au Congo, alors que ça risque d'exposer certaines personnalités dans notre pays, mais aussi, surtout, certains pays avec qui la communauté internationale était très proche. Certains pays, nommons-le le Rwanda notamment, qui était considéré comme, entre guillemets, le chouchou de la communauté internationale. Un pays comme le Rwanda envers qui la communauté internationale se sentait coupable pour son inaction pendant le génocide. Alors, pour entrer dans cette réflexion, poser les bases de notre échange, je voudrais d'abord parler du contexte, de la genèse du rapport mapping. Ensuite, nous évoquerons les objectifs de ce rapport et se poser la question si ces objectifs sont atteints. Et enfin, on se posera aussi la question de ce silence. Pourquoi le silence pendant 10 ans? Pourquoi subitement, comme le professeur a dit, un engouement subit? Pourquoi? Alors la genèse, c'est, le rapport le dit, c'est un rapport volumineux, 500 pages, sans compter les annexes. Il dit que ça remonte à 2005, quand la MONUSCO découvre 3 fosses communes dans l'est du pays.
Alors, plusieurs départements de l'ONU, dont le mien à l'époque, le département des affaires politiques, mais le commissariat aussi aux droits de l'homme, se disent, mais il faut absolument identifier, il faut absolument compiler, il faut absolument faire le mapping. Et le mapping, c'est quoi? Map en anglais, c'est carte. Il faut faire la cartographie des atrocités qui ont été commises au Congo. Zaïre à l'époque et ensuite Congo. Et peut-être que ça sera une étape importante, le professeur nous l'a rappelé, vers la justice. Ça sera une étape importante pour mettre fin à l'impunité. Alors, en décembre 2007, le Conseil de sécurité accepte dans une résolution et demande aux autorités congolaises de soutenir ce processus. À l'époque, la haut-commissaire aux droits de l'homme, Louise Arbour, vient d'ailleurs chez nous, consulte les autorités, notamment le président Kabila, et l'équipe d'ailleurs est étonnée que le président accepte sans hésiter de coopérer avec le système des Nations Unies sur cette question. Et la méthodologie utilisée, c'est vraiment un travail fastidieux qui a duré 1 an, qui a demandé plus d'une vingtaine d'enquêteurs indépendants, mais ils ont décidé de ne pas présenter le rapport sous forme de thèmes ou de questions, mais plutôt chronologique, et vraiment de sillonner toute l'étendue de notre territoire. À l'est, évidemment, c'est là où le gros des atrocités ont été commises. Et c'est comme ça que le rapport recense 617 incidents très graves et qu'il répertorie ça comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des crimes qui s'avoisinent aux crimes de génocide. Donc c'est un travail fastidieux. 1280 témoins, 200 ONG congolaises, et là il faut tirer un chapeau à la société civile congolaise qui a participé dans ce travail, qui grâce à elle a pu faire avancer ce travail. Et les résultats sont là, compilation, cartographie de ces crimes, et on note que dans ces crimes atroces, ce qu'on a eu à dénoncer année après année, la femme, le corps de la femme est vraiment utilisé comme arme, un terrain de guerre. Il y a beaucoup de viols, agressions sexuelles, attaques sur les enfants, 30 000 enfants recrutés comme soldats. Donc ce sont vraiment, vraiment de grosses, graves atrocités qui se sont produites au Congo. Alors ce rapport, ce qui guidait ce rapport, c'est, je disais qu'on allait parler des objectifs, c'est, il voulait donc dresser l'inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, commises entre mars 1993 et juin 2003, donc 10 ans. Il fallait aussi, deuxième objectif, évaluer les moyens dont dispose le système national de justice pour traiter de telles violations. Et là, je suis sûre que Maître Tshiswaka nous dira un mot sur cette question. Et il nous dira certainement aussi un mot sur le troisième objectif qui était d'élaborer une série d'options pour aider le gouvernement de la RDC à identifier des mécanismes appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les suites de ces violations, y compris en matière de vérité, de justice, de réparation et de réforme. Alors, comme il faut un peu aller vite, la question vraiment qu'on se pose, c'est, oui, objectif noble, à première vue, mais ces objectifs ont-ils été atteints? L'objectif de dresser l'inventaire des violations, oui,
on peut dire, évidemment, le rapport reconnaît qu'il n'a pas couvert tout, mais 617 incidents, c'est beaucoup et ça nous donne la mesure de la nature des crimes, des atrocités qui ont été commises en RDC. Et le rapport conclut aussi qu'il y a eu l'implication d'au moins 21 groupes armés congolais dans ces graves violations des droits de l'homme, ainsi que des opérations militaires par au moins 8 autres. Je le disais tout à l'heure, le rapport consacre une attention particulière à un inventaire de la violence massive à l'encontre des femmes et des enfants. Et le rapport aussi touche aux questions des graves violations des droits de l'homme qui sont liées. Le professeur nous a touché un mot à l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. C'est ça qui a été un peu le moteur. Et par des acteurs internationaux, oui, mais aussi complicité d'acteurs nationaux. Le rapport note que la réforme des secteurs de sécurité et de la justice serait cruciale. Nous avons eu souvent à le dire. Le rapport détaille les exactions des groupes armés, mais aussi touche au cas où les forces zaïroises et ensuite des forces congolaises ont été impliquées. Donc ce rapport se voulait, je souligne ce que le rapport a dit, être un premier pas. Mais est-ce que ces objectifs ont été atteints? Compilation, oui, mais justice, non. Et la justice, très peu d'auteurs ont été traduits en justice. Les graves violations des droits de l'homme n'ont pas été sanctionnées et se poursuivent. Les éléments, les personnalités impliquées ou complices dans ces exactions n'ont pas non plus été sanctionnés. Le professeur nous a rappelé que certaines personnalités, oui, se retrouvent dans notre administration, dans l'armée. Donc, côté justice, non, rien n'a bougé. Mais pendant ces 10 ans que rien ne bougeait, personne ne parlait. Et je rejoins les pourquoi que se posait le professeur. Pourquoi? Moi, je dirais que rappelez-vous le contexte de l'époque. Il y a eu génocide au Rwanda, 1994. Nous accueillons 2 millions de réfugiés. Vous ne voulez pas distinguer Tutsi ou Hutu, mais il faut bien faire une petite distinction Hutu. Et il y a ces opérations de revanche du pouvoir en place maintenant à Kigali. Et le drame, le malheur que nous avons eu en tant que pays, c'est d'avoir accueilli ces réfugiés, mais n'avoir pas exigé leur désarmement. Parce qu'à l'époque, souvenez-vous, le président Mobutu était pressé de dire oui à cette demande internationale qu'on lui faisait d'accueillir ces réfugiés parce qu'il souffrait, et le pays en général souffrait d'un certain isolement au niveau international. Donc nous avons accueilli tous ces réfugiés et la violence a commencé. Et d'ailleurs, la violence maintenant se poursuit. Et pendant 10 ans, la communauté internationale n'a rien dit, n'a pas fait grand-chose. J'ai entendu dernièrement une interview du docteur Denis Mukwege qui dit c'est
épouvantable ce qui s'est passé, mais c'est surtout incompréhensible qu'il y ait eu ce silence. Moi, ma lecture de ce silence, c'est que, comme j'ai eu à l'évoquer, eh bien, la communauté internationale, surtout les 5 grands du Conseil de sécurité, se sentaient coupables. Donc, avaient toujours tendance à passer l'éponge sur les exactions, sur les visées expansionnistes du Rwanda vis-à-vis du Congo. Nous, on était vraiment, en quelque sorte, la bête noire. Tout, on le passait au Rwanda. Et il y avait aussi un autre élément. Le Rwanda, après avoir, Kagame avoir pris le pouvoir, une chose qu'il a comprise, c'est que pour que vous ayez de l'ascendant, du poids sur le plan international, une des choses à faire, c'est contribuer aux opérations de maintien de la paix. Et c'est ce qu'il a fait. 3000 et quelques 500 casques bleus rwandais au Soudan, au moment où, en tout cas les pays occidentaux, il n'était pas question d'envoyer leurs fils se faire tuer sur un autre terrain de guerre en Afrique, mais même les pays africains étaient hésitants. Lui, il envoie. Il envoie aussi en Somalie. Et ça a été constamment un moyen d'échange. Quand le rapport sort le 1er octobre 2010, évidemment, le Rwanda est furieux, s'insurge en disant que ce sont des mensonges et menace de retirer tous ces casques bleus du Soudan. Que fait le secrétaire général? Non, il essaye d'apaiser vraiment le Rwanda. Et même le secrétaire général Ban Ki-moon fait un voyage express à Kigali pour calmer le jeu. Donc ça a toujours été comme cela. Et pourquoi le silence aussi? C'est parce que, eh bien, à l'époque, à Kinshasa, nous avons un pouvoir qui est proche, qui a comme allié le Rwanda, même si on ne le dit pas ouvertement. Eh bien, il ne va pas laisser, bien qu'il a laissé le processus d'élaboration du rapport se faire, il ne va pas laisser que ce rapport, on se l'approprie, ce rapport, on en parle, ce rapport, on lance le processus pour des sanctions. Et je me souviendrai toujours d'une réunion où j'avais été, c'était d'ailleurs une réunion sur le genre des femmes, et c'est là où j'ai réalisé la première fois, ici à Kinshasa, j'étais surprise que plusieurs femmes se lèvent pour condamner, pour critiquer le docteur Mukwege. J'ai dit, mais tiens, ça m'a interpellée, j'ai dit, mais c'est notre sauveur, le réparateur des femmes. C'est notre héros national, mais comment peut-on s'en prendre à lui? Et rappelez-vous, à l'époque, il y avait dans la presse, c'était insidieux. Et rappelez-vous aussi, 2018, Dr Mukwege obtient le prix Nobel. A-t-il été célébré au Congo? Scandaleux. Il n'a pas été célébré. Et pourtant, le premier prix Nobel, si je ne me trompe pas, en Afrique centrale, en Afrique noire, en Afrique tout court et au Congo. Et jusqu'à présent, moi je me dis qu'on ne l'a toujours pas célébré. Parce qu'il n'était pas de bon ton de le faire. On a tué tout ça. Et maintenant, subitement l'engouement. Pourquoi cet engouement? Moi, c'est ce que j'appellerais, je crois qu'on appelle ça la loi du paquebot. La roue tourne, les choses tournent. Nous avons l'alternance, l'année dernière, un nouveau pouvoir. À la tête de l'État, une personne, un président qui, on ne le connaît pas avoir eu à se salir les mains dans ce genre
atrocités, exactions pour parler. C'est un président qui est soutenu par les grandes puissances, notamment le plus puissant d'entre eux, les États-Unis. Eh bien, ça ne va gêner personne au pouvoir si aujourd'hui on ouvre le rapport mapping, on met ça sur la table. Mais ça risque d'être préjudiciable à l'équipe sortante. D'où la question, quand vous disiez pourquoi, c'est là aussi on se dit, c'est un jeu de ces grandes puissances. Aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on soutient, on ne soutient plus la personne qui était là avant. Eh bien, on a, comme par hasard, un rapport qui compile des crimes, des atrocités. Eh bien, pourquoi on ne va pas s'en servir pour mettre à mal cette personne, cette équipe sortante? Donc, c'est cela. Mais quand M. Mulumba dit oui, focalisons-nous sur la géopolitique. Oui, je suis d'accord. Mais vous dites oui, c'est pas Banyamulenge, c'est pas Tutsi ou tout, c'est d'abord et seulement, vous semblez dire, les multinationales. Là, je voudrais un peu nuancer, parce que je me dis, ces multinationales, oui, nous sommes, il y a un grand enjeu, la révolution du numérique. La RDC est au cœur et au centre. C'est la RDC qui possède tous ces minerais stratégiques. Mais il y a aussi une question, et je crois l'avoir entendu le professeur l'évoquer, une question d'espace vital. Je n'oublierai jamais, en 2003, juin 2003, nous faisons une mission des Nations Unies dans les 11 pays que comptait à l'époque l'Afrique centrale, l'un après l'autre, parce qu'on voulait réfléchir justement à cette dynamique des conflits. Quand on arrive au Rwanda, quand on arrive au Burundi, je me souviendrai surtout au Burundi, eh bien, les autorités, peut-être que, ça m'étonnerait quand même, j'allais dire peut-être qu'ils ne savaient pas que j'étais congolaise, mais même s'ils le savaient, je pense qu'ils s'en moquaient, ils l'ont dit ouvertement. Ils ont dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous soyons dans des espaces exigus, en train de nous confiner, alors qu'en face, hein, et il parlait toujours de nous d'en face. En face, il y a des grands espaces, il y a des plaines, c'est inhabité, etc. Donc, il y a ce problème-là aussi. Minembwe, c'est ça aussi. Ce n'est pas seulement les questions de ressources. Donc, je pense que l'échange sera beaucoup plus intéressant, mais je voudrais conclure en disant, nous devons arrêter de dire, parce que j'ai entendu un homme politique connu de la place intervenir à une émission à laquelle je participais, une émission qui se passait, je crois, oui, se passait au Japon, en Zoom. Il s'insurgeait, oui, on en a assez, pourquoi la communauté internationale se tait, pourquoi? Elle se tait, vous avez compris, à cause justement du jeu des grandes puissances, mais elle se tait aussi à cause de nous-mêmes. Hein? Nous devons nous approprier. Je ne dis pas que chacun de nous lira ces 500 pages plus les annexes, mais savoir ce qu'il en est. J'ai entendu sur une radio de la place une maman dire Mapingango et Zanini. Au rapport mapping, rapport mapping. Eh bien, nous qui sommes là, nous devons contribuer à les édifier et dire non, ça suffit. Et Dr Mukwege l'a relevé aussi dans ses interventions récemment en disant il est content, le peuple congolais se lève, le peuple congolais est debout, il y a eu des manifestations à l'intérieur du pays, dont Kisangani, l'église de Christ au Congo a réagi, etc. Ce n'est que le début, continuons. Je vous dis que j'ai eu quelques contacts d'anciens collègues
qui ont été abasourdis de voir la réaction des Congolais face à la question de Minembwe. Il dit, on n'aurait pas pu s'imaginer qu'il y aurait eu ce soulèvement. Là, il n'y avait plus FCC, Cash, tout ça, on était tous ensemble, Makambo Mabele. Donc c'est ça que nous devons faire. Et je crois l'avoir dit aussi une fois ici dans la salle, combien l'ONU avait été étonnée quand le Rwanda voulait prendre Bukavu et qu'il y a eu une descente des Congolais dans la rue. Tout l'ONU à New York était en branle. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça, ils sont dans la rue. Et oui, qu'ils comprennent qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et c'est nous qui allons faire comprendre cela. C'est nous qui devons nous approprier ce rapport mapping. Nous ne devons pas dire pourquoi, continuer seulement à dire « Ah, pendant 10 ans, on n'en a pas parlé, pourquoi maintenant ?» Pendant 10 ans, on n'en a pas parlé. C'était aussi de notre faute. Rappelez-vous, pendant ces 10 ans-là, nous n'avions pas les WhatsApp où on se communique facilement, etc. Et même si nous avions Internet, eh bien, on nous coupait l'Internet quand on voulait. Aujourd'hui, la parole se libère. Profitons-en, saisissons le moment, défendons notre pays. Parce que, oui, les intellectuels, c'est important. Mais moi, je pense, vous l'aurez compris, mon combat, M. Mulumba, la base aussi est importante. Parce que quand je les édifie sur des questions comme ça, ils ont soif d'apprendre. Alors c'est à nous de défendre notre pays. C'est à nous de nous approprier le rapport mapping. C'est à nous d'exiger qu'il y ait effectivement une suite à ce rapport. Je vous remercie. Maître Hubert Chiswaka Makossa va nous parler toujours de ce rapport mapping dans le sous-thème « Justice transitionnelle ou justice pénale internationale pour notre pays ». Je remercie le modérateur et je m'en vais tout de suite et corriger un peu parce qu'il m'a donné un nouveau nom. Je m'appelle Makossa. Je m'appelle Masoka. Mesdames, Messieurs, permettez que je puisse aussi remercier Freddy Mulumba et la revue Renaissance africaine de nous avoir associés à cette discussion sur une question aussi importante pour nous les Congolais et pour nous les Africains. Mes deux prédécesseurs ont beaucoup parlé de rapport mapping. Et ils en ont donné les contenus. Ici, moi, je voudrais amener la discussion sur la question de l'heure qui est discutée dans notre pays. Vous avez suivi par rapport à ce rapport mapping. Deux opinions importantes se sont dégagées pour savoir qu'est-ce que nous en faisons pour lutter contre l'impunité. Il y a beaucoup d'atrocités, on en a parlé. Les deux prédécesseurs en ont pris quelques exemples, mais la question fondamentale que j'essaie de discuter ici avec vous aujourd'hui, c'est celle de savoir, faut-il soutenir l'opinion qui parle de l'érection d'une justice transitionnelle ou celle qui parle d'une juridiction pénale internationale. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le professeur Mukwege qui a été cité ici, évoqué dans un communiqué qui est publié sur le site de l'hôpital Panzi, que lui-même avait lu le jour de la justice pénale internationale, qu'il était temps pour la RDC d'utiliser le rapport mapping et demander à ce que la communauté internationale puisse mettre sur pied un tribunal pénal international pour la RDC. Donc le professeur Mukwege
et de cette opinion des gens qui pensent qu'il nous faut un tribunal pénal international pour la RDC. Je vais y revenir pour comparer un peu dans d'autres pays, là où on a mis des juridictions pénales internationales, comment on est arrivé à les mettre sur pied et comment la RDC peut procéder aussi. L'autre opinion, c'est celle qui pense qu'il faudrait plutôt des mécanismes de justice transitionnelle. Et ici aussi, vous avez suivi le Conseil de ministres, c'était le 43e Conseil de ministres du vendredi 7 août, à l'issue duquel on a lu un communiqué selon lequel qu'il était important, je vais le lire, que le mécanisme de justice transitionnelle est tel qu'en mars, alors l'importance de ce mécanisme est telle qu'en mars 2010, le secrétaire général de l'ONU avait publié une note d'orientation sur l'approche des Nations Unies en matière de justice transitionnelle. Son principe 9 appelle l'organisation à faire en sorte que les processus de mécanismes de justice transitionnelle prennent en compte les causes profondes des conflits et les régimes de répression et qu'ils abordent des violations de tous les droits, y compris des droits économiques et culturels. La note d'orientation précisait en outre que cette approche était nécessaire si l'on voulait que la paix l'emporte. Et ça, c'est un extrait du communiqué du Conseil des ministres qui a été dirigé par le président de la République, le président Félix Tshisekedi, et lui-même, à l'issue de ces communiqués, à l'issue de ces conseils de ministres, il a commenté, il soutient cette position. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir pour la population, pour le grand public? Justice pénale internationale ou justice transitionnelle? Notre rôle, comme chercheurs, c'est d'aider d'abord de comprendre c'est quoi la justice transitionnelle et c'est quoi la justice pénale internationale. Quelle est la différence qu'on en fait afin de permettre à ce que l'opinion comprenne de quoi il est question. Parce que vous avez suivi, mes deux prédécesseurs demandent à ce que l'opinion publique, qui est devenue très forte maintenant, puisse agir sur les décideurs afin que ceux-ci prennent les bonnes décisions à la faveur de l'État. C'est quoi la justice transitionnelle? Le professeur qui m'a précédé ici a donné une définition. Dans ses dires, vous l'avez suivi, mais moi je voudrais donner des éléments simples qu'on peut retenir. Le mécanisme de justice transitionnelle, ce sont les mécanismes, comme dit transitionnels, qui permettent à ce qu'un État en difficulté de poursuivre les présumés auteurs des crimes graves mette sur pied pour transiter vers des mécanismes de justice judiciaire. En des termes simples, c'est qu'on veut mettre sur pied des mécanismes qui permettent de ramener la paix, la quiétude, mais en même temps, on se prépare pour des réformes vers une justice classique, ordinaire, avec des juridictions judiciaires. C'est quoi les juridictions judiciaires? En des termes très simples, c'est les cours et tribunaux fonctionnels où on peut juger. C'est un pouvoir judiciaire opérationnel, ce que nous n'avons pas encore dans notre pays. Si vous vous remettez seulement à cette définition, vous allez dire « Ah oui, alors il nous faut une justice transitionnelle parce que nous avons besoin de renforcer nos juridictions. Quand nous aurons un pouvoir fort, à ce moment-là, nous allons renforcer le pouvoir judiciaire et poursuivre les présumés auteurs de crimes graves. » Nous allons y revenir. Parlons un peu aussi de la justice pénale internationale. C'est quoi la justice pénale internationale?
Je vais le dire aussi en des termes très simples. La justice pénale internationale, ce sont ces juridictions internationales qui nous permettent de poursuivre des seigneurs de guerre, des chefs de guerre, de poursuivre quelques individus qui ont été à la base des crimes graves, ce qu'on appelle les crimes internationaux. Donc ce sont les juridictions dites internationales du fait qu'elles sont mises sur pied après un processus international qui permet de poursuivre des leaders à la base des crimes graves. C'est quoi les crimes graves? Les crimes internationaux, on l'a dit ici, nous en avons 4. Crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Pourquoi on dit que ce sont des crimes graves ou des crimes internationaux? On dit que ce sont des crimes graves parce que ce sont des crimes de masse. Il y a beaucoup de sang. Tel qu'on l'a dit ici, on tue beaucoup de gens. Dans les exemples qu'on a donnés, on a trouvé des fosses communes. Il y a plus de 500 personnes. On a attaqué des camps de réfugiés. On a violé beaucoup de femmes. On a même mis des enfants dans les groupes armés et il y a beaucoup de morts, beaucoup de sang. C'est pourquoi on dit crimes graves, des graves violations des droits de l'homme. Avec des définitions aussi simplifiées que ça, quelle serait l'orientation pour nous? Justice pénale internationale ou justice transitionnelle? Revenons à la justice transitionnelle et regardons là où on a appliqué les mécanismes de justice transitionnelle. Il y a des pays où, au regard des difficultés de poursuivre des présumés auteurs de ces crimes graves, ils ont procédé à la mise sur pied de la justice transitionnelle avec des institutions telles que Commission Vérité et Réconciliation. Et dans des comités, des commissions Vérité et Réconciliation, on permet à ce que une grande partie de la population s'est organisée au niveau national, que les victimes puissent aller parler de la souffrance qu'elles ont vécue et que le bourreau aussi vienne demander pardon, dire non, c'était moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le diable qui m'avait pris, c'est comme ça que moi j'ai fait ça, c'était moi qui avais tué. On dit ok, d'accord, on va te pardonner parce que nous connaissons maintenant la vérité, et puis bon, parce que la victime aussi connaît la vérité, demandons qu'il y ait la paix, oublions et avançons. À peu près comme ça. C'était fait en Sierra Leone, où les chefs rebelles étaient appelés à la table, expliquer un peu comment ils arrivaient à amputer les êtres humains vivants, les amputer des bras, les amputer des jambes. C'était arrivé aussi, la commission de vérité et réconciliation la plus célèbre, on dit réussie, c'est celle d'Afrique du Sud, où on appelait les auteurs du système d'apartheid d'Afrique du Sud. Vous savez, il y avait un système discriminatoire où les suprémacistes blancs dominaient sur les Noirs et ils avaient le droit de tuer les Noirs, qu'on traitait comme des animaux, pire que des animaux même, qu'on pouvait les tuer sans problème, pourvu qu'on défende le régime. Alors en Afrique du Sud, on avait mis sur pied cette commission de justice, commission Vérité et Réconciliation, parce que, d'après la stratégie politique de l'ANC qui devrait prendre ou qui avait pris le pouvoir, elle se disait l'économie sud-africaine est totalement entre les mains des Blancs. Si nous nous mettons à poursuivre ces gens, nous allons détruire notre économie. Ils mettent sur pied cette politique en se disant, progressivement, on les bouscule dehors de la politique et progressivement, nous reprenons aussi l'économie.
C'est comme ça que même jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de discuter sur la réforme agraire. Comment reprendre les 90% des terres qui sont entre les mains des Blancs, progressivement. Comment reprendre? Parce qu'ils avaient décidé d'abord d'asseoir leur politique. Et progressivement, avec la politique, ils font des réformes de plusieurs types. Réformes économiques, réformes judiciaires et réformes même des politiques de relations avec ses voisins. Là, on dit que c'était réussi parce que les Blancs, à un moment, ils s'étaient énervés pour partir et puis finalement, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient aller nulle part, ils sont restés et l'Afrique du Sud a réussi. Mais il y a des pays où les commissions vérité et réconciliation n'ont pas réussi. Et ils continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir dominent sur les vaincus. C'est l'exemple de nos voisins dont on a beaucoup parlé. Au Rwanda, ils avaient mis un système assez hybride, semblable aux commissions vérité et réconciliation, mais aussi des poursuites pénales. Ils appelaient ça le gachacha. Dans chaque quartier, vous avez commis des crimes, oui, allez expliquer comment vous l'avez fait. Vous allez vous expliquer, bon voilà, j'avais participé au génocide, j'avais fait ça, ok d'accord, on va te pardonner, mais tu iras faire les travaux forcés pendant 2 ans ou 3 ans. Pourquoi ça ne réussit pas au Rwanda? Parce que c'était le vainqueur qui contraignait au vaincu de venir lui dire ce que le vainqueur voulait que le vaincu dise. C'est comme ça que dans les gachacha, c'était des Tutsis qui avaient établi ces commissions et qui demandaient aux Hutus de venir s'expliquer. En fait, c'était juste pour justifier la rhétorique du génocide au niveau international. Dire voilà, nous, si nous avons pris les armes, c'est parce que ceux-là avaient commis les génocides sur nous. Et puis, une dimension de ce discours, c'était de se justifier pourquoi ils sont chez les voisins. C'est parce que, vous voyez, vous entendez ce qu'ils disent là, c'est ce qui s'était passé, c'est pourquoi nous sommes là pour les poursuivre. Mais ici, il y a aussi des pays où, avec une approche assez mixte, ça avait un peu réussi. C'est le cas de Sierra Leone. Il y avait une commission de vérité et de réconciliation, mais aussi un tribunal spécial pour le Sierra Leone. Nous avons mis les deux ensemble. Alors, la conclusion sur la justice transitionnelle, c'est quoi? C'est que ce sont des mécanismes qui permettent à un pays à justice faible, un pays où l'État est très faible, un pays qui ne parvient pas à utiliser la force pour juger. Parce que vous savez que le pouvoir de poursuivre nécessite à ce que, d'abord, vous qui vouliez poursuivre les criminels, vous soyez en mesure de l'arrêter. Avant qu'on ne commence à juger qui que ce soit, d'abord la police va le prendre. On le prend là où il est, on l'amène de force. Très souvent, quand vous voyez ici à Kinshasa, on amène souvent des gens menottés. Mais il faudrait d'abord être en mesure de le maîtriser avant de commencer à le juger. Si vous êtes incapable d'aller le prendre là où il est et venir le juger, mais vous allez le juger comment? Et le cas de la RDC, regardez aujourd'hui, nous sommes tous Congolais ici, même s'il y a aussi des amis que nous avons invités, mais regardons. Le rapport mapping dont on parle, on dit qu'il couvre de 1993 à 2003. Ça fait 10 ans. Moi, je vis au Lubumbashi. Je vis à Lubumbashi, là où je suis né. Et c'est là où je fais mes études. Et c'est là que je suis pour le moment même comme avocat. Mais mes parents étaient venus du Kasaï. Moi, je suis né. Et tout mon investissement, toute ma vie culturelle, même la timbre bas à Lubumbashi. Mais à Lubumbashi, j'avais dû fuir en 1993 parce que j'étais Kassaya. Il y avait de l'épuration ethnique. J'avais dû fuir, je suis parti en exil, et puis bon, je suis rentré à Lubumbashi. Mais la situation à Lubumbashi, ceux qui avaient commis le pogrom de 1994-95, mais ils sont là.
Aujourd'hui, vous allez les dire que vous allez les prendre. Est-ce que vous êtes à mesure d'aller les prendre aujourd'hui pour les juger? En plus de ceux-là qui avaient commis le pogrom de 1993, vous entendez toujours à Malemba Nkulu, les Gédéons Mutanga. Mais qui sont en train de les armer aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à mesure d'aller les prendre là où ils sont et les juger? Alors quand vous regardez la capacité de votre justice de faire ça, vous allez réfléchir au mécanisme à y réserver. Ça c'est pour les Katanga. Mais ici, au Kasaï central, et les Kamouénan Sapo, qui les avait armés? Ils les avaient tués, mais ils sont là. Est-ce qu'on peut les arrêter et les juger tous? On nous dit que ceux qui tissaient les ficelles sont ici à Kinshasa. Et on les cite même. Mais on ne sait pas les arrêter. Ils sont là, dans les institutions. Ça c'est récent. Ce n'est pas dans le rapport mapping. Mais le mapping dont on parle là, nous parle, vous avez suivi quand Angèle Makombo parlait de 21 groupes armés. Ces 21 groupes armés, ce n'était pas seulement 21 groupes armés rebelles. Il y avait des groupes armés et des États voisins. Il y avait, si vous regardez bien, parce que vous connaissez bien l'histoire de la RDC, le RCD Goma, soutenu par le Rwanda, le RCD KML, soutenu par l'Ouganda, le RCD national, soutenu par l'Ouganda, le MLC, soutenu par l'Ouganda. Vous avez à ce moment-là des Maïmaï de tout genre qui étaient tantôt soutenus par le Burundi, et vous aviez aussi d'autres mécanismes d'autodéfense locale, et vous aviez des groupes des Hutus qui étaient à l'équateur, parce que vous vous souvenez, au déclenchement de la guerre de 1998, le gouvernement qui était en place en 1998, entre 1998 et 2001, avait récupéré les Hutus qui étaient à l'équateur pour les fly au Katanga. Ils sont allés constituer le front le long du fleuve Congo. Je ne sais pas si vous connaissez cette partie de l'histoire. À partir de Ankoro, Malemba Nkulu jusqu'à Bukama, c'était des Hutus rwandais qui étaient là. Et de ce côté du fleuve, à la rive gauche du fleuve, il y avait des militaires rwandais qui venaient avec le RCD rwandais, avec des militaires qu'on appelle aujourd'hui des Banyamulenge, qui tentaient d'aller prendre Lubumbashi. Alors c'est ce qui fait que, si vous êtes au Katanga, ceux qui connaissent l'histoire de la guerre récente du Katanga, de la gare de train à Bukama, vous suivez le fleuve Malemba Nkulu, Manono, Ankoro, jusqu'au-dessus là vers le Maniema. C'était la ligne de front. Et sur cette ligne, il y a beaucoup de groupes armés. C'est d'où viennent les Gédéons Mutanga, parce qu'ils étaient armés à ce moment-là pour résister aux Rwandais qui passaient. Mais tout ça, si nous voulons en discuter, il faudra tenir compte. Et ceux qui armés, si vous allez au palais du peuple, donc qui représente le peuple aujourd'hui. Donc c'est une question qui doit beaucoup nous faire réfléchir. Mais résumons sur la question des justices transitionnelles. C'est une justice qui nous permet de faire une mutation vers une justice beaucoup plus répressive. Une justice qui nous permet d'utiliser le principe universel de droit de punir. Parce que vous savez que la justice pénale a pour objectif de punir de sorte que les criminels ne répètent plus la même chose. Mais ici, sommes-nous à mesure de prendre la justice transitionnelle ou la justice pénale? Au fait, je ne vous ai pas encore parlé de la justice pénale. La justice pénale, disais-je, c'est un mécanisme de répression. Punir. Faire mal dans le profond de l'individu pour qu'il ne reprenne plus. Il y a plusieurs façons de punir. À l'extrémité, dans ce pays, on coupait la tête. Condamnation à mort. Mais on a déjà cessé de faire les condamnations à mort. Maintenant, c'est la perpétuité. On vous met en prison à perpétuité pour que vous ne puissiez plus jamais déstabiliser la société.
Mais pour arriver à une justice répressive forte, il faudrait avoir des magistrats qui utilisent le pouvoir fort, le monopole de la puissance de la force, même de la violence, pour éliminer tous ceux qui tentent de déstabiliser l'État. Mais est-ce que notre pouvoir judiciaire actuel peut nous permettre de réprimer ceux qui déstabilisent l'État? Si on se pose cette question, on pourra alors regarder. Mais en fait, qui sont ces magistrats qui sont à la tête de nos cours et tribunaux? Si vous regardez, la majorité était de connivence avec les mouvements rebelles. Or, ceux qui sont cités dans ce rapport que Angèle nous demande de lire étaient dans ce mouvement-là. Et même certains magistrats sont cités là. Mais alors, comment eux vont mettre sur pied un système répressif contre eux-mêmes? Regardez au Sénat. Les animateurs du Sénat par rapport au mouvement rebelle, ils viennent d'où par rapport au mouvement rebelle? Vous allez voir. Celui-ci était dans tel mouvement rebelle, celui-là était dans tel mouvement rebelle, celui-ci était dans tel mouvement rebelle. Alors vous pensez qu'il faut mettre sur pied un système répressif contre eux-mêmes? Aller au Sénat et aller à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Ici, on est en train de discuter de la question de Minembwe. Mais Minembwe, c'est un agenda de la rébellion. Vous pensez que c'est venu au hasard comme ça? Mais quand ils avaient pris les armes, ils vous avaient dit pourquoi ils avaient pris les armes. Ils avaient dit, hein, nous prenons les armes pour venir là-bas, revendiquer la nationalité et prendre un territoire. Mais c'était très clair. Vous pensez que cet agenda-là a changé? Et aujourd'hui, vous dites, non, non, mettons sur pied un tribunal pour les juger. Mais c'est eux qui décident. Vous leur demandez quoi? Mais si je dis les choses comme ça, et je m'arrête là, vous allez vous dire, mais alors ça devient compliqué. Nous allons appliquer la justice transitionnelle ou bien la justice pénale internationale. Regardons alors comment ça s'est fait ailleurs. Comment les autres, eux, avaient mis soit une juridiction pénale internationale, soit un mécanisme de justice transitionnelle. Allons un peu dans le passé. Il y avait eu une deuxième guerre mondiale. Après la deuxième guerre mondiale, on avait arrêté les criminels. Ceux qui étaient présumés criminels, hein, c'était le camp des vaincus. On les a jugés. On a jugé un groupe à Nuremberg, en Allemagne, un autre groupe à Tokyo. C'était des juridictions pénales internationales. Comment c'était mis sur pied? C'était les vainqueurs qui avaient décidé, dit, nous avons gagné, vous avez perdu. Vous avez tué beaucoup des nôtres, on va vous juger. C'était, on dirait, la continuité de la guerre au niveau de la justice. On les juge, on les met en prison, d'autres sont morts comme ça. Et cette justice a permis à ce que ceux qui avaient perdu la guerre perdent même la justice. Nuremberg, Tokyo. Mode de mise en place, décision du vainqueur. Vous allez réfléchir, si nous sommes vainqueurs et nous pouvons mettre sur pied. Vous avez la réponse. Deuxième exemple, en Sierra Leone. Vous connaissez un certain Fodé Sanko. C'était un chef de mouvement rebelle. Il demandait à ses victimes, tu veux longue manche ou bien courte manche? Longue manche, ça veut dire qu'on va te laisser un bras long, mais on va seulement enlever la main. Courte manche, ça veut dire on va couper jusque-là, on va prendre une partie, l'avant-bras de ton bras et la main. Les services de renseignement de mouvements rebelles, s'ils vous attrapent, vous amènent là chez eux et vous coupent comme ça, des fois ils vont vous laisser jusqu'à mourir. Pour juger ces messieurs-là, il y avait eu une négociation avec les pays voisins et les Nations Unies. Quand ils ont négocié, Fodé Sanko a perdu la guerre,
Il dit, bon, parce qu'il a perdu. Lui, il avait décidé de faire la guerre, non? Bon, il a perdu. Qu'est-ce que nous on fait? On lui facilite ce qu'il n'a pas gagné. On le juge. C'est comme ça que c'était sur simple décision du secrétaire général des Nations Unies de mettre sur pied le tribunal spécial pour la Sierra Leone. On a jugé Fodé Sanko et ses hommes. On a mis fin à cette barbarie. Vous voyez, dans le premier cas, c'était le vainqueur qui a décidé de juger les vaincus. Dans le deuxième cas, c'était la diplomatie internationale. Le secrétaire général, les pays voisins, les puissances, se disent, mais comment on fait, mon bon, celui-là a perdu, il a perdu, on le met de côté, on le juge et parti. Et il y a aussi un autre exemple qu'on peut donner, c'est en Europe. Il y avait une guerre atroce à Yougoslavie. Vous connaissez l'histoire de Bosnie-Herzégovine, ces gens qui s'étaient entretués. Il y avait aussi une très forte guerre ethnique là-bas. Alors, pour mettre fin à cette barbarie, d'abord on a envoyé des militaires qui ont maîtrisé le terrain. On a envoyé, et puis on a demandé aux belligérants de négocier. On a subdivisé le pays. Ceux qui avaient perdu, et c'était l'ONU qui avait, par une résolution, mis sur pied un tribunal spécial pour l'ex-Yougoslavie, et on a jugé les vaincus. Je ne sais pas si vous retenez, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qu'on utilise avec la force. Seulement si tu deviens en position de force, que tu peux l'utiliser. Vous voyez, à un tribunal de Tokyo, celui qui avait la force avait jugé. À Nuremberg, celui qui avait la force avait jugé. En Sierra Leone, on a jugé ceux qui avaient perdu. En ex-Yougoslavie aussi, c'est la même chose. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est nos voisins qu'on a beaucoup cités ici. Ils viennent en exemple, mais malheureusement des mauvais exemples. Il y a un tribunal pénal international pour le Rwanda. Les juges de deuxième degré viennent de Yougoslavie et de premier degré sont à Arusha. Là-bas, c'est la collaboration des États de la région. Comment c'était mis sur pied? Là, c'est le Conseil de sécurité. Je ne sais pas si vous avez fait la différence. En Sierra Leone, c'est le secrétaire général. Au Rwanda et en ex-Yougoslavie, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe qui décide de l'usage de la force, de l'usage de la sanction. Elle peut être une sanction économique où on envoie des troupes chez vous, comme on avait envoyé finalement des troupes au Rwanda pour soutenir après l'armée rwandaise. Et puis ils ont décidé de mettre sur pied un tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous savez, à ce tribunal-là, on n'a jamais jugé les militaires des FPR. Ça veut dire que c'est eux qui ont la force. Ils envoient les autres là-bas. Et ceux qu'on ne sait pas juger là, à Arusha, ils vont les chercher là où ils peuvent les trouver, ils les amènent les juger chez eux. Voyez-vous comment on met sur pied les juridictions pénales internationales? C'est par des négociations politiques avec des diplomates. Si vous avez de très bons diplomates et vous avez un gouvernement fort, vous arriverez à mettre sur pied une juridiction pénale internationale. Comment est-ce qu'on parvient à avoir un gouvernement fort dans un État? C'est si le gouvernement est légitime. Il est représentatif de son peuple et le peuple soutient les actions gouvernementales et on arrive à mettre sur pied quelque chose qui protège le peuple. Sur base de ces exemples, est-ce qu'à l'heure actuelle, nous pouvons dire, nous sommes à mesure, avec notre diplomatie, avec notre gouvernement, avec nos politiciens, faire campagne pour une juridiction pénale internationale et l'obtenir? Vous avez la réponse de par vous-même. Parce que le rapport mapping a listé les gens qu'on veut poursuivre.
n'est-ce pas? Il y a toute une liste de gens qu'on peut poursuivre. Et les poursuites, ce n'est pas contre des entreprises. Les poursuites, c'est contre des individus. Tel individu, toi, tu étais chef de tel groupe armé. Votre groupe-là avait commis des exactions à tel endroit. Toi, tu étais dirigeant dans tel pays. Ton armée que tu avais envoyée au Congo, là, avait tué des gens à Tingi-Tingi. Toi, tu étais dirigeant de tel pays. Tu avais envoyé ton armée, on avait tué des gens au Congo, je ne sais pas, dans le sud Ubangi. Toi, c'est comme ça. On suit des individus pour les crimes de sang, des crimes graves. Si aujourd'hui, nous demandons à ces gouvernements ici de mettre sur pied ou de militer pour la juridiction pénale internationale, est-ce que nous saurons? Maintenant, je voudrais, parce qu'on m'a demandé, j'avais fait beaucoup de pages avec rage, on m'a demandé de les résumer. Je vais me résumer. Au regard des difficultés de notre pays n'est pas un secret pour les gens qui sont ici. Le gouvernement, là, il y a des ministres à vie parce qu'ils ont gagné une stratégie de combat et ils sont à tel endroit. Il est ministre à vie. Vous n'allez pas lui demander, parce qu'il est ministre à vie, de vous faire plaisir et quitter le gouvernement pour que vous puissiez le poursuivre. Il y a des gens qui ont fait la rébellion et qui sont à vie dans les institutions. On en a qui sont montés jusqu'au sommet du Sénat. Il est président, paf, il devient président du Sénat. Mais on dit qu'il a commis des crimes graves, mais il est là. Il y a des gens qui sont dans notre armée, dans les services de renseignement militaire. Ils sont là, dans les renseignements. Ils contrôlent toutes les zones de défense, toutes les régions militaires. Les informations, ça passe par lui. Mais vous allez poursuivre qui? Vous avez la justice militaire, vous trouvez les anciens rebelles sont dans la justice militaire. Mais vous demandez ce qu'ils poursuivent leurs militaires. C'est très difficile. Qu'est-ce que moi, comme scientifique, je peux dire à l'heure actuelle? Par rapport à la justice transitionnelle. La justice transitionnelle a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la justice transitionnelle, c'est que elle permet à ce que nous puissions penser nos plaies. En même temps, on avance vers la construction des institutions de l'État. Les Sud-Africains l'ont fait. Malgré eux, ils vivent avec les Boers qui avaient tué leurs frères. Vous connaissez qu'il y a un spécialiste, les patrons des services de renseignement sur le régime de l'apartheid. On l'avait entendu dans la commission Vérité et Réconciliation. Il tuait des membres de l'ANC par simple présomption. Si on présume que vous êtes de l'ANC, on vous amène chez lui, vous ne rentrerez plus. Et Mandela est allé faire 27 ans en prison parce qu'on disait qu'il était terroriste. Vous vous souvenez que Margaret Thatcher, Premier ministre britannique, disait que Mandela c'était le chef de mouvement terroriste en Afrique du Sud. N'est-ce pas? À ce moment-là, qui faisait la lutte pour la libération. Mais les gens qui avaient mis Mandela en Afrique du Sud, c'est avec qui il avait siégé au gouvernement. Il a siégé avec ces gens au gouvernement pour transiter. Jusqu'aujourd'hui, nous avons Ramaphosa qui est en train de renforcer de plus en plus les institutions. Ça, c'est l'avantage de la commission Vérité et Réconciliation dans la justice transitionnelle. Le désavantage, c'est quoi? Le désavantage des mécanismes de justice transitionnelle, c'est quoi? C'est que les seigneurs de guerre, quand ils viendront à la commission Vérité et Réconciliation, ils vont vouloir exonérer tous leurs militaires, tous les criminels qui avaient commis des faits graves. Ils vont vouloir dire non, bon, nous sommes dans un processus de pardon, nous voulons la paix, et vous voulez qu'on reprenne les armes. Donc tous les criminels reviendront vivre avec leurs victimes. C'est ça le désavantage. Vous voyez quelqu'un qui a violé votre femme en votre présence, qui a tué votre mère en votre présence, et puis il rentre, il dit au nom du pardon,
il vit à côté de vous encore. Ça, c'est le désavantage. Maintenant, l'avantage d'une juridiction pénale internationale. L'avantage d'une juridiction pénale internationale, c'est qu'elle échappe aux magistrats du pays. Ils peuvent être issus d'un mouvement criminel ou pas, mais vous avez la justice pénale internationale qui aura de l'influence sur et l'État, et les individus, et les mouvements rebelles, et les pays voisins. On peut les appeler à la justice pénale internationale pour les entendre. Mais le désavantage, c'est quoi? Ces juridictions sont mises sur pied sur base de négociations diplomatiques. Oh, les diplomates ne sont pas neutres. Les diplomates, chaque diplomate défend les intérêts de son pays et chaque diplomate a un groupe de politiciens derrière. Ce qui fait, en fin de compte, que si vous voulez une juridiction pénale internationale contre les intérêts d'un tel pays ou tel autre pays, ils vont bloquer à l'ONU là. Si vous voulez les intérêts, parce que l'exemple ici qu'on a donné des mouvements rebelles. Tous les mouvements rebelles, il y a une section que j'ai sautée. Les informations qu'on a mises dans le rapport mapping venaient des ONG, comme Angèle l'a dit. Mais aussi beaucoup venaient du gouvernement congolais. Vous vous souvenez, à une période ici, le gouvernement congolais publiait ce qu'ils appelaient livre blanc sur les droits humains. Dans ce livre blanc, on répétait dans toutes les séries que c'est les Rwandais qui nous agressaient et on donnait les détails. Les Rwandais qui nous agressaient ont donné les détails. Si vous lisez ces livres blancs, vous trouverez même les photos des gens du RCD, les photos de Banyamulenge, même les explications par le gouvernement congolais. C'est d'où viennent ces informations du rapport mapping. Si ça bloque aujourd'hui, si Mukwege parle à Bukavu du rapport mapping et on le répond à Kigali, ce n'est pas un fait du hasard. Ceux de Kigali ont déjà lu le rapport, ils savent de quoi on parle. C'est nous ici à Kinshasa qui n'avions pas encore lu et Angèle nous demande de le lire aujourd'hui parce que nous sommes très occupés, je ne sais pas, avec la maison d'Engwe Kassanjoukwa. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons recommander? Nous recommandons vivement que des organisations comme celle de Freddy Mulumba, que je félicite en passant, puissent beaucoup travailler, mais beaucoup plus aller en profondeur dans la recherche. Parce qu'il ne suffit pas de venir dire aux gens, non, demandons juridiction pénale internationale. Vous ne savez pas ce que vous demandez. On peut accepter ces militaires-là qui sont là, vous ne savez même pas, ils sont dans des positions stratégiques. Ils peuvent regarder, ils disent non, bon, et puis ils commencent à envoyer vos gens là-bas. Vos gens. On ne condamne que vos gens. Vous n'y comprenez rien. Et pourtant, c'est vous qui avez demandé. Il ne faut non plus dire, non, nous voulons juridiction et justice internationale sans très bien cerner les contours. Parce que nous avons aussi, dans notre Constitution, à l'article 22, 3e alinéa, on parle de la possibilité de création d'institutions d'appui à la démocratie. Mais c'est de manière lapidaire qu'on dit on peut, s'il y a nécessité, de mettre sur pied une institution d'appui à la démocratie. C'est de là qu'on a créé la Commission nationale des droits de l'homme. Et si vous regardez la loi qui crée la Commission nationale des droits de l'homme, elle est aussi superficielle. Elle tire son fondement dans les vagues de la Constitution. Et elle se donne comme mission, entre autres, la Commission nationale des droits de l'homme, si vous lisez la loi. Elle dit, c'est expliquer aux victimes des violations des droits de l'homme quels sont leurs droits et les orienter vers les juridictions compétentes. Mais alors, ce boulot-là, les ONG ne savent pas le faire. Je recommande en conclusion que nous puissions à tout prix soutenir la démarche des personnes qui comprennent très bien les enjeux de la juridiction pénale internationale, parce qu'avec le temps, cette juridiction pénale internationale nous permettra de poursuivre des présumés auteurs des crimes graves commis dans notre pays qui sont cartographiés dans le rapport des Nations Unies et on pourra ainsi mettre fin à l'impunité. Je recommande aussi, parce que nous n'en sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore, l'État congolais n'est pas encore en mesure d'avoir une juridiction pénale internationale,
qu'on puisse passer par ce mécanisme de justice transitionnelle. Parce que si nous avons ces mécanismes de justice transitionnelle, ça va nous permettre de renforcer ce que nous avons encore aujourd'hui. L'avantage, si vous regardez aujourd'hui en 2020, c'est quoi? Nous avons la liberté d'expression et la liberté de voter d'autres personnes en 2023. Seulement, il faut bien lire le rapport mapping pour ne pas voter pour ces gens-là qui sont dans le rapport en 2023. Les Kanam. Comme ça, ils vont mettre sur pied une bonne justice avec des bons militaires et ils vont les poursuivre. Ma conclusion, c'est on fait les démarches sur les deux, mais à court terme, on peut penser à une justice transitionnelle et à long terme, qu'on puisse déboucher sur une justice pénale internationale. Et je vous remercie.